Boker Tov à toutes. C'est un plaisir de me retrouver ici. J'ai tellement entendu parler de la communauté de Montrouge, que ce soit de par le Rav Dan Cohen, vous devez connaître peut-être, par mon ami Koskas, peut-être vous connaissez aussi. Et Baruch Hashem, ça me fait plaisir de vous voir ici dans cette bonne atmosphère. Je remercie l'organisatrice. C'est Eve, c'est ça l'organisatrice? Merci. Toutes les filles? D'accord. Bezrat Hashem, alors une grande odaya à Kadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il fait avec nous et qui continue Bezrat Hashem à faire beaucoup de bien. Alors on se réunit aujourd'hui pour parler Bezrat Hashem des halachot, de Taharat HaMishpacha, de pureté familiale, de Nida. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a un besoin plus grand que toujours de parler de ce sujet-là, et en particulier en France. Je m'explique en deux mots, je fais les introductions et puis après on pourra se lancer dans le vif du sujet. De plus en plus de fois, je tombe sur des cas qui personnellement me dérangent beaucoup, me choquent beaucoup. De femmes qui ne sont pas religieuses, ne font pas Shabbat pour certaines, ne se couvrent pas la tête évidemment si elles ne font pas Shabbat, ne s'habillent pas de tsniout, et la seule chose qu'elles font, c'est la pureté familiale. Et Baruch Hashem, kol hakavod qu'elles fassent la pureté familiale. Et ces femmes-là, souvent, c'est des cas que j'entends au jour le jour, elles appellent leur rave, ou parfois elles appellent même des raves inconnus, sur tout type de ligne téléphonique. Et elles reçoivent parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois des psakim, c'est-à-dire qu'on leur tranche la halakha, d'une façon sévère et stricte, comme, sans exagérer, même à Bnei Brak, on ne tranche pas la halakha à des gens avec des barbes et des chapeaux. Et à chaque fois, je suis choqué. Vous aurez dû me dire au bout d'un moment, j'aurais dû m'habituer. Je ne m'habitue pas. Je n'arrive pas à m'habituer à cette idée-là que la halakha, on la tranche à des avrechim de Mea Shearim de façon plus facile qu'à des femmes qui font rien, qui quelquefois elles doivent se battre avec leur mari pour pouvoir garder la pureté familiale, le mari s'oppose. Quelquefois, j'ai eu des cas où les femmes, elles allaient en cachette au mikvé parce que leur mari, il voulait surtout pas qu'elles aillent au mikvé. Et ces femmes-là, au lieu d'essayer de leur rendre la vie, je ne vais pas dire facile, mais au moins normale, qu'on leur impose et qu'on leur inflige des khumrot qu'on n'a vu nulle part, c'est personnellement quelque chose que je considère comme étant très grave. Et plus le temps y passe, plus j'en ai des cas de ce genre-là. Et c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas combien d'entre vous me connaissent, je suis, à mon avis, tout sauf prétentieux. Et si j'étais vraiment prétentieux, je ne me permettrais pas de vous dire que je ne le suis pas, parce que c'est la plus grande prétention qui puisse être. Mais je sens qu'il y a un devoir très très important dans cette génération, et à Paris en particulier, en France en particulier, d'étudier ces halachot, de les enseigner de la façon la meilleure, et d'essayer, Bezrat Hashem, d'être le plus précis possible. Je me dois juste de vous raconter une histoire, et puis après on se lance dans le vif du sujet. Il y a une femme qui me téléphone, qui m'envoie un message plus précisément, il y a 2 mois de cela à peu près. C'était une élève à moi que j'avais eue en séminaire en Israël. Et elle me dit, écoutez Rav, elle m'annonce la couleur, elle me dit, ça fait 9 mois que je n'étais pas avec mon mari. Alors je dis, 9 mois, c'est quand même beaucoup. Elle me dit, oui, on m'a découvert un problème gynécologique qui fait que 2-3 jours avant la date du mikvé, donc quand je suis pendant mes 7 jours de propreté, mes Shivan et Kim, eh ben, j'ai des saignements. Et donc du coup, à chaque fois, rebelote. Je deviens Nida, et puis je ne peux pas aller au mikvé, et puis après je m'attends, j'ai beaucoup d'espoir. Et la veille du mikvé, tac, à nouveau je suis interdite. Rav, voilà, je ne sais pas quoi faire. Non, elle avait une question précise, mais avant même que je la laisse poser sa question, je lui dis, attendez, j'aimerais juste comprendre. Vous avez quoi, un dérèglement hormonal qui fait que vous avez à nouveau vos règles ce jour-là, ou c'est juste des petites taches? Elle me dit, non, c'est des petites taches de rien du tout, mais bon, ça me rend quand même Nida. Alors je lui dis, mais si c'est le seul problème, je ne sais pas, dites-moi un petit peu la taille et tout. Vraiment, il s'avère que c'est des petites taches. Je lui dis, si c'est le seul problème, il y a une solution. Qu'est-ce qui connaît la solution? Tu mets des vêtements évidemment, mais des vêtements de couleur. Mets des sous-vêtements de couleur, et comme ça, eh ben, tu ne seras pas interdite. Les ktamim, les spotting, il y a des halachot. L'une des halachas, c'est que ça rend impur quand c'est sur un sous-vêtement blanc, pas de couleur.
Alors elle me dit, Rav, mais j'y ai pensé à ça. Mais le Rav, il ne m'autorise pas. Je lui dis, t'as dit au Rav que pendant 9 mois, tu n'es pas avec ton mari? Il dit, ouais, je lui ai dit, mais il n'autorise pas. Après, je lui ai dit, mais c'est quand même un peu bizarre. Après, elle me dit, j'ai même demandé à un autre Rav Sfarad, et lui non plus, il ne m'a pas autorisé. Je lui ai dit, mais t'as expliqué l'ampleur du problème. En plus, cette dame-là, elle veut avoir des enfants. T'as expliqué? Elle me dit, ils veulent pas m'autoriser. Alors, j'étais d'une part un peu surpris, parce que le Rav Moshe Feinstein, vous avez entendu parler? Je suis sûr que ces livres, ils se trouvent dans ce Beth Midrash. Le Rav Moshe Feinstein, il autorise. Le Rav Ovadia Yosef, vous avez entendu parler? Le Rav Ovadia Yosef, il autorise. Je suis sûr et certain que si cette fille, elle avait appelé le Rav Asher Weiss de Ramoth, aujourd'hui l'un des plus grands poskim, avec lequel je suis souvent en contact, je suis sûr qu'il lui aurait dit, évidemment que tu dois mettre des sous-vêtements de couleur. On est ici dans une situation, 9 mois pour un mari de ne pas être avec sa femme, c'est pas facile. On est dans une génération pas évidente. Les tentations, elles sont grandes. C'est pas évident. Et elle me dit non, ils m'ont pas autorisé. Alors je lui ai dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez. Si vous me demandez à moi, moi je vous dis dorénavant, pour l'instant, tant que vous n'avez pas résolu votre problème, des sous-vêtements de couleur. Elle me dit ok. Donc évidemment, pendant les Shiva Nekim, c'est ça le chidouche que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas pendant les Shiva Nekim que tout le monde met des sous-vêtements de couleur. Mais là, je dis dans les Shiva Nekim. Surtout qu'elle est sfarad. Et les sfaradim, le Rav Ovadia en particulier, les sfaradim, ils disent que le concept de mettre des sous-vêtements de couleur, c'est beaucoup moins, pendant les Shiva Nekim, c'est beaucoup moins obligatoire que pour les Ashkenazim. Donc bien sûr que la coutume, c'est de le faire. Mais quand il y a un cas de nécessité, eh ben, on peut se montrer plus cool. Et là, elle me dit, d'accord, bon, mais en tous les cas, pour l'instant, merci beaucoup d'abord, vous m'avez sauvé la vie. Merci beaucoup pour la prochaine fois. Mais là, je vous appelle, demain, j'ai mon migvé. Et jusque-là, je ne savais pas que je pouvais mettre des sous-vêtements de couleur, donc j'ai mis des sous-vêtements blancs. Et j'ai une tâche. Est-ce que je peux vous l'envoyer par photo? Alors je lui ai dit, je ne peux pas vous assurer que je pourrais par photo trancher, il faudrait vraiment voir. Mais envoyez-la moi. Et là, elle me dit, mais de toute façon, vous êtes obligé d'autoriser. Je lui ai dit, vous ne me menacez pas, s'il vous plaît. Elle me dit, je ne peux pas. 9 mois, je n'étais pas avec mon mari. Je ne peux pas. Migvé demain. Vous êtes obligé de m'autoriser. Je dis, envoyez-moi la photo, après on parle. Elle m'envoie la photo. Une tache qui est vraiment marron, sans aucune tendance vers le rouge. Je lui pose 100 fois la question, est-ce qu'en vrai, ça a l'air comme sur la photo? Elle me dit oui. Tu as pris la photo à la lumière du jour? Oui. 100 fois. Maintenant, ce n'est pas non plus une médica où le moindre petit point rouge il peut être problématique. C'est une tache. Donc, on a une marge d'erreur malgré tout, puisqu'il y a une taille requise. Bekitsour, elle me dit, moi je ne montre pas à notre Rav, je sais qu'ils vont m'interdire, elle me montre à moi. Une tâche que vraiment, je vous répète, vous montrez à 90% des rabbinim d'Israël, que ce soit à Jérusalem dans les quartiers religieux, à Bnei Brak dans les quartiers religieux, ils autorisent cette tâche-là. C'est une couleur qui est pas du tout, qui tend pas du tout ni vers le rose, ni vers le rouge, ni rien du tout. Je lui dis, aucun problème, c'est Besséder Gamour, ne montrez à personne, vous m'avez montré, c'est Besséder Gamour. Cette femme-là, elle me dit, vous m'avez sauvé la vie. Je vous promets, ce soir-là, donc j'étais devant mon ordinateur en train de répondre aux questions, j'avais les larmes aux yeux. Quand je dis les larmes aux yeux, ce n'est pas une façon de parler. J'avais des larmes qui coulaient. Et des larmes, je ne saurais pas exactement exprimer qu'est-ce qu'elles signifiaient. D'une part, la joie de pouvoir enfin autoriser une femme à son mari, une femme qui depuis tellement de temps elle était interdite, et qui visiblement aurait été interdite s'il avait posé la question à un autre rave. Un petit énervement malgré tout, parce que j'arrive pas à comprendre comment on peut être tellement strict avec des femmes dans des cas de situations complexes. Et Baruch Hashem, j'ai pu l'autoriser. Ça, c'est l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que dans cette tournée que j'ai fait Baruch Hashem la semaine dernière, cette femme-là, elle est venue à l'un de mes cours. À la fin du cours, elle m'a pris en aparté. Elle me dit, Rav, je voulais vous annoncer la nouvelle. Baruch Hashem, je suis enceinte. Et mon mari m'a dit, c'est grâce à vous. Là. Cette fois-ci, vous m'avez autorisé. Là, je suis tombée enceinte. Alors, je vous raconte tout ça, pas pour, Chas v'Shalom, m'enorgueillir, mais je vous raconte tout ça pour vous dire que si aujourd'hui, on peut réussir à rétablir la halakha telle qu'elle est, eh ben, c'est la chose la meilleure. Je racontais hier à un cours qu'un jour, il y a un homme, un vrai, quelqu'un de très religieux de Bnei Brak, qui a été voir le Rav Wozner, le Rav Shmuel Alevi Wozner. Il avait peut-être 50, 60 ans, il dit que voilà, je voulais que vous m'expliquiez comment on prépare le café le Shabbat. Alors le Rav, il lui dit, quoi tu veux que je t'explique? Les Rishon, les Sheni, les Chumrot, En Bishul, Achar Bishul. Il dit, oui, s'il vous plaît. Il dit, mais comment tu faisais jusque-là? Tu as quand même un certain âge, tu es religieux depuis ton tendre âge. Alors lui dit, ben, c'est simple, jusque-là, j'étais mahmir. J'étais strict. Il dit, tu étais strict et quoi? Il dit, je ne faisais pas de café le Shabbat. Le Rav, il lui dit, je suis désolé, c'est pas ça, être mahmir. Être mahmir, c'est pas ne pas faire de café le Shabbat. Être mahmir, c'est apprendre comment on fait le café le Shabbat et faire le café le Shabbat. C'est ça, être mahmir. Donc, dans la halakha, c'est exactement la même chose. Ça ne sert à rien d'être mahmir. Ce qu'il faut, c'est
connaître la halakha. Une fois qu'on connaît la halakha, on peut savoir dans quel cas il faut être mahmir, on peut savoir si on est à la hauteur d'être mahmir, on peut savoir si nos maris sont à la hauteur eux aussi d'être mahmirim, parce que ça sert strictement à rien que nous on fasse des khumrot, au dépend de notre mari qui après va faire des averot 1 million de fois plus graves que de ne pas avoir fait une khumra. Alors juste, j'ai prévu moi quelques sujets importants qui ne sont pas suffisamment connus, les questions qu'on me pose très très souvent. Est-ce que vous avez des questions, des points précis dont vous voulez qu'on parle, ou est-ce que vous me laissez le libre arbitre? Comme vous voulez, Bémet, aucun problème. Je suis là pour vous. Vous me laissez le libre arbitre? Moi, j'ai juste une petite question. Oui. Vous allez voir, ça va commencer avec une, après tout le monde va poser. Ouais. En fait, j'ai beaucoup de mal avec la contraception. Pourquoi demander à un rave si on a le droit à la contraception, sachant que on a plusieurs enfants, filles, garçons, etc. Je peux comprendre qu'on a que des garçons et des filles, mais moi j'ai du mal avec ça. Et je ne vois pas pourquoi un rave inconnu qui ne connaît pas, ce que c'est pour moi de porter un enfant, la fatigue que ça engendre, les nuits blanches, etc. Et j'ai du mal avec ça. Pourquoi un rave déciderait de ça à ma place? Très bonne question. Très très bonne question. Pourquoi le rave il s'immisce dans l'intimité la plus profonde quand même d'une famille? Très bonne question. Alors je vais essayer de vous répondre rapidement et après on continue. Très rapidement. Le devoir d'un homme. D'abord, ce n'est pas le devoir d'une femme, c'est le devoir d'un homme. L'homme, il a le devoir d'avoir un garçon et une fille. Minimum. Ça, c'est le devoir d'Eoraïta. S'il a eu 15 filles, mais pas un garçon, ou 15 garçons et pas une fille, il ne s'est pas encore acquitté de son devoir. Pourquoi? Comment? C'est quoi l'ashkafa qui se cache derrière? Venez, on met le patou maintenant, sinon on ne pourra pas avancer dans nos halakhot de pureté familiale. Donc ça, c'est le devoir de la Torah. Maintenant, comme vous précisez très bien, quelqu'un qui a déjà eu un garçon et une fille. Il y a une autre mitzvah. C'est une mitzvah d'ordre rabbinique qui s'appelle la Erev Altinach Yatra. Tu as déjà eu des enfants? Eh bien, très bien. Essaye d'en avoir encore. Et plus tu peux en avoir, mieux c'est. Maintenant, évidemment, on n'est pas tous capables d'avoir une ribombelle d'enfants, d'avoir 208 enfants. C'est pas facile. D'accord? Aman, il en avait 206. Ça, on écrit dans... Hein? Pas la même femme. Alors, c'est très très difficile de savoir. Maintenant, quand je veux me dispenser d'une mitzvah, l'homme, il a la mitzvah de l'Aerev Altanach Yatra. Quand je veux être dispensé d'une mitzvah, les gens, par exemple, ils m'appellent pas que pour la contraception. Les gens, ils m'appellent, voilà, est-ce que dans mon cas, je suis obligé de donner le maaser ou pas? Je gagne difficilement ma vie. Est-ce que toutes les mitzvot qui concernent l'homme, en général, on lui dit, avant de décider que tu es dispensé, demande à un rave. Parce que le rave va pouvoir te permettre, te dire, est-ce que dans ta situation, ça y est, c'est trop? Ou est-ce que dans ta situation, tu peux continuer? Maintenant, il y a des principes qui sont déjà établis. Par exemple, c'est quelque chose que je ne vous dirai pas au nom de qui je vous le dis parce que je ne suis pas certain qui veut que je le dise, mais l'un des plus grands rabbinim d'Israël, il m'a dit qu'après l'âge de 40 ans, une femme qui a déjà eu des garçons et des filles, qui a déjà eu, Baruch Hashem, qui a bien accompli sa mitzvah, on peut lui donner, on lui conseillera même de prendre la contraception parce qu'après l'âge de 40 ans, il peut y avoir tout type de malformation pour le bébé, etc. Donc une femme qui n'a pas encore accompli sa mitzvah, c'est autre chose. Mais une femme dont le mari a déjà accompli la mitzvah, donc il y a des choses qui sont à peu près acceptées, qui sont à peu près... Maintenant, il y a aussi quelque chose d'à peu près accepté, qu'une femme qui vient d'accoucher, qui est fatiguée, qui a besoin de temps pour se reposer, et qu'on pourra lui donner entre une période de 6 mois, 1 an, 2 ans maximum, on pourra lui donner un temps de repos. Maintenant, évidemment que c'est des questions qui sont beaucoup au cas par cas. Une femme qui a beaucoup de force physique, mais qui a des graves problèmes de shlom bayit avec son mari, est-ce qu'on va lui autoriser à se servir de la contraception? Et là, effectivement, vous avez raison, madame. Le plus intelligent, c'est de demander conseil à un rave, soit qui nous connaît, alors parfois on a honte parce qu'il nous connaît, soit un rave, en tous les cas, qui soit suffisamment ouvert. Ça veut dire qu'il faut avoir un rave qui a à peu près la même mentalité. Si vous allez voir pour ce genre de questions quelqu'un qui, lui, Bliaïnara, il a 36 enfants, et que vous lui dites, voilà, j'en peux plus, mon quatrième, il va te dire, mais c'est rien, c'est 4 enfants. Une fois, il y avait 4 femmes qui étaient en train d'accoucher dans une maternité, et il y a les maris qui attendent en salle d'attente.
Et puis à un moment donné, la sage-femme, elle sort, elle parle au premier, elle lui dit, monsieur, mais je ne sais pas comment vous êtes, Bliaïnara, Baruch Hashem, vous êtes l'heureux papa de 4 bébés, 4 d'un coup. Alors lui, il dit, c'est normal, j'habite à Kiryat Arba. Arba, c'est 4. Alors après, elle sort, elle s'adresse au deuxième, elle dit, monsieur, mais alors vous, je ne sais pas comment, 7 enfants d'un coup. Il dit, c'est normal, j'habite à Beersheva, moi, alors évidemment. Après, elle s'adresse au troisième, elle lui dit, et vous, monsieur Baruch Hashem, Bliaïnara, heureux papa de 8 enfants, jamais vu de la vie. Il dit, c'est normal, j'habite à Kiryat Shmone. Et le quatrième, il s'enfuit. Alors elle lui court après, elle lui dit, mais monsieur, j'ai une bonne nouvelle pour vous aussi. Il dit, non, non, moi j'habite à Méaché Arrive. D'accord. Donc, voilà, j'espère vous avoir répondu à votre question. Ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui puisse vous comprendre. Si le rave auquel vous posez votre question, il n'a aucune empathie et qu'il ne sait même pas de quoi vous parler et qu'il n'arrive pas à vous comprendre et qu'il vous fait la leçon maintenant pendant 4 heures pour vous expliquer que quelle honte de poser ce genre de questions alors qu'il y a des femmes qui essayent d'avoir des enfants depuis 38 ans et qui n'y arrivent pas et qui tous les jours supplient Hachem, Hachem, donne-moi un enfant, j'en veux un seul, donne-moi même un seul, un enfant, je ne te demande pas plus, un seul, je l'appellerai Justin. Un enfant. Et toi, tu te permets de poser ce genre de questions. Vous voyez, là, vous comprenez que si vous recevez ce genre de réponse d'un rave, ça ne vous aidera pas tellement. Donc ça, c'est très important. Et dans tous les domaines de la halakha, il y a même des domaines qui sont beaucoup plus intimes et desquels, évidemment, on ne parle pas dans des cours en public. Évidemment, un homme, il ne parle pas aux femmes. Mais parfois, il y a des hommes qui viennent nous voir pour nous poser des questions très intimes, des questions qui sont importantes pour eux, pour ces personnes-là. Et parfois, c'est des choses très... Eh bien, si le rave auquel on vient poser la question, il fait la grimace, alors personne n'a compris, bon, ok, je suis complètement out, et il préférera faire n'importe quoi sans demander. Donc ça, c'est des choses très importantes à savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Non? Tov, alors venez, on parle, on réfléchit maintenant ensemble à quelques points de halakha. Premier point de halakha, c'est un point qui n'est pas connu et qui est mal connu. C'est le point de ce qu'on appelle la chafifa. Au moment où la femme elle doit se tremper au mikvé, c'est très important qu'elle ait aucun écran sur sa peau, rien qui fasse écran entre elle et l'eau du mikvé, ce qu'on appelle en hébreu une chatzitza. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de chatzitza, il y a 2 étapes primordiales. L'une, c'est un devoir d'ordre rabbinique, l'autre, c'est un devoir d'ordre thoraïque. Et le problème, c'est que les femmes, elles connaissent toutes celui d'ordre rabbinique, elles ne connaissent pas toutes celui d'ordre thoraïque. Le devoir d'ordre rabbinique, midrabanan, ça s'appelle la chafifa. Chafifa, c'est prendre la douche, c'est bien se laver. N'oubliez pas que la chose principale de la chafifa, les gens y passent à côté, c'est de se peigner les cheveux, alors qu'on les a lavés à l'eau chaude, pas à l'eau froide, à l'eau chaude, et les peigner alors qu'ils sont encore humides. J'ai dit plusieurs choses là. Se laver les cheveux à l'eau chaude d'après la halakha, elle est démêlante. Se les peigner quand ils sont encore humides. C'est ça l'essentiel de la chafifa. La douche, le shampoing, tout ça c'est bien. Mais l'essentiel, c'est ce que je viens de vous dire maintenant. Erreur que beaucoup de gens font, et je sais que les gens ils font cette erreur-là. Il y a beaucoup de gens qui disent le conditionnaire interdit quand on fait la chafifa parce que c'est un peu gras. Alors évidemment, ne mettez pas 4 paquets de shampoing sur vos cheveux. Vous allez avoir beaucoup de graisse sur les cheveux. Maintenant, est-ce que le conditionnaire c'est bien? Si on considère que l'essentiel de la chafifa c'est pour démêler les cheveux, et on considère que le conditionnaire, quand il est bien fait, il démêle les cheveux, c'est la chose la meilleure. Le Rav Rubin, dans son livre Marek Cohen, le Rav Rubin, vous avez entendu parler, c'est l'un des grands rabbinim aujourd'hui à Jérusalem. Il y en a, ils ne connaissent pas son nom, mais quand on leur dit c'est là où il y a eu l'attentat à Arnof, où il y a eu 4 personnes qui étaient en train de prier, qui ont été assassinées, c'était dans son Beth Knesset, là les gens ils se rappellent un petit peu plus. Le Rav Rubin, il a un livre, et ce n'est pas du tout un Rav cool, c'est un Rav Ashkenaz de Arnof, très rigoureux. Il dit explicitement dans son livre que le conditionnaire, il n'y a aucun problème à s'en servir, et au contraire, ça démêle les cheveux, c'est très bien. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la chafifa. Qui est-ce qui sait c'est quoi la mitzvah d'ordre thoraïque qui me permet de savoir que je vais bien me tremper? La douche, ça y est, je vous ai dit, la chafifa. Très bien. Comment on appelle ça en hébreu? Iyun, très bien. Iyun, Ayn, Yud, Vav, Nun. Iyun, ça veut dire vérifier. Ça veut dire la femme, quand elle est au mikvé, 1 minute avant de se tremper,
eh ben, elle doit regarder bien ses doigts, elle doit regarder son corps, elle doit vérifier qu'il n'y a aucune khatsitsa. C'est plus important que la douche. Ça, c'est obligatoire, le ayoun. Bon, si une femme me dit, mais moi, j'ai jamais connu cette halakha-là de ma vie, eh ben, c'est pas très très grave, dans la mesure où, de toutes les façons, quand on est dans son bain, eh ben, on se regarde pour voir qu'on est propre. Dans tous les cas, souvent, là, on arrive, la balanite, elle nous propose gentiment de bien vouloir nous faire, elle, le ayoun. Attention, il y a des femmes qui ont très honte que la balanite, elle leur fasse le ayoun. Il y a écrit nulle part dans la halakha que c'est obligé que la balanite, elle nous fasse le ayoun. Alors moi j'ai une question. Si elle a des cheveux et elle veut pas qu'on lui enlève, Qu'on lui enlève quoi? c'est les cheveux qu'elle a par exemple dans le dos. Qui sont collés? Elle se positionne comme balanite. Oui. Oui, non mais ma question c'est, bon, je vais pas aller lui faire, hein. C'est-à-dire elle m'a dit non. Mais est-ce que son migvé il va quand même être cachard si elle a plein de cheveux dans le dos par exemple? Alors, très bien. En général, les cheveux dans le dos, dès qu'elles rentrent dans l'eau, ils vont s'en aller. C'est bon. Donc l'eau, elle va passer. D'accord. Donc c'est pas la fin du monde. Évidemment, il vaudrait mieux. Mais ce que je veux dire, c'est Moi, que... je demande si elle veut pas. Alors très bien, vous faites très très bien, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me disent, moi j'ai très très honte, et attention, parce que si une femme, elle décide de plus aller au mikvé parce qu'elle a honte, vous comprenez que Hachem est mort. Donc ça, c'était le premier point. Maintenant, Ça, c'est en Israël, ils font pas. J'ai remarqué dans les mikvés, ils font pas. sauf si vous demandez, Elle est j'imagine. même choquée en fait quand je. Limite, elle m'a dit Hachem Ishmor. Mais si vous demandez, Elle était très choquée par rapport. C'est le sens inverse. d'accord. En Israël, en France, c'est généralement la balanite d'office, elle va le faire. En Israël, c'était l'inverse. Elle m'a dit ah non. Je crois que ça dépend des endroits. Et tu rentres dans le Ah, je pense que ça dépend où tu tombes. Moi, j'étais tombée dans un mikvé Bacham, elle m'avait regardé dans tous les sens de la bouche. Mais Vous auriez dû lui dire, je suis balanite moi-même, vous me laissez j'ai tranquille. rien dit, mais ça m'a choqué. Alors très bien, maintenant regardez. Question. Maintenant regardez. On a donc compris c'est quoi la khafifa, c'est quoi le yin. Maintenant, là où les gens ils s'embrouillent beaucoup, c'est le sujet. Là où les gens ils s'embrouillent beaucoup, c'est le sujet de la khafifa, quand on l'a fait et combien de temps ça dure. Et j'aimerais, Bezrat Hashem, être le plus précis pour que vous compreniez bien cette halakha. Pas simplement que vous la connaissiez à peu près, mais que vous la compreniez. La khafifa, le but, donc on a dit, donc la douche, le but c'est de retirer le plus possible toutes les choses qui pourraient faire écran. Donc le mieux, c'est de le faire juste avant de te tremper. Plus vite avant de te tremper, tu peux faire la khafifa, mieux c'est. Donc le mieux, dit le Baal Hashiltot, l'un des grands Rishonim, ça serait de le faire, tu sais quoi, quand il fait nuit. Tu fais ta khafifa quand il fait nuit, comme ça, dès que tu as fini, le mikvé il est ouvert, tac, tu te trempes. Rashi Akadosh, donc Rashi, vous connaissez le Rashi, Rashi Akadosh, lui, il n'est pas d'accord. Lui, il dit, mais non, si tu fais ça quand il fait déjà nuit, la femme, elle risque d'être trop pressée. Ça fait déjà peut-être 9 mois qu'elle n'était pas avec son mari, la pauvre. Maintenant, elle a très envie de retrouver son mari. Quand il fait nuit, ben, la seule chose qui l'empêche maintenant d'embrasser son mari, c'est juste, tu te trempes et tu vas rejoindre ton mari. Il fait déjà nuit, le mikvé, il est déjà ouvert. Tu n'as plus qu'à te tremper et puis tu peux aller embrasser ton mari. Il y a un risque que la femme, elle soit ce qu'on appelle en hébreu, mehuma lebeta. Ça veut dire, pour celles qui n'ont pas fait le ulpan, qu'elle soit pressée. Et que sa khafifa, on dit en hébreu, elle la fasse khfif. Très vite, très rapidement. Et donc, Rashi Akadosh, il dit, moi je veux pas. Moi je veux que tu commences quand il fait encore jour. Quand il fait encore jour, de toute façon, elle n'a pas de quoi se presser. De toute façon, le mikvé, il est encore fermé. De toute façon, on ne lui permettra pas de se tremper. De toute façon, l'heure de se tremper, elle n'est pas encore arrivée. Alors, commence quand il fait jour. Comment on fait halakha les maaseh? On a une marloquette. Tu veux me dire, je suis mahmir, t'es mahmir que quoi? Ils se contredisent les deux. L'un il dit en journée, l'autre il dit la nuit. Qu'est-ce qu'on fait? Viens le Shulchan Aruch, je vous lis dans les mots, c'est même Kouf Tzadik Tet, et il dit Chafifa tzricha liot lechatchila samour lidvilata. Donc, premièrement, si j'ai le choix entre les deux, il vaut mieux que ce soit proche de la dvila. Le Shulchan Aruch, il a tranché comme le Baal Hashiltot. Le plus important, le plus de tout, c'est que ce soit le plus proche de l'immersion. Dit le Shulchan Aruch, écoutez bien, c'est très important. Va minag kasher, le minag kasher, la bonne coutume, shetatril lachouf mi beodium, c'est qu'elle commence à faire donc les préparatifs quand il fait encore jour, veoseket bechafifat shetershach veastidbol, et qu'elle continue la chafifa jusqu'à ce qu'il fasse nuit, et là qu'elle aille se tremper. Vechen minag kasher, il y a une autre coutume kasher, shafalpi shechafafa, que bien qu'elle a déjà pris sa douche à la maison, tissa ima masrek le betadvila, qu'elle prenne avec elle au mikvé un peigne, vetisrok sham, et qu'elle fasse là-bas. Donc le Shulchan Aruch, il dit, la bonne coutume, c'est quoi? Tu commences quand il fait jour, je sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure, alors qu'il fait encore jour, si tu peux.
et puis tu restes dans ta baignoire, dans ta salle de bain, te préparer jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Dès qu'il fait nuit, le mikvé est ouvert, tu plonges, et puis tout est bien. Ça, c'est la coutume la meilleure. Et comme il dit le Shulchan Aruch, il y a aussi une bonne coutume. Vous remarquez, c'est très important quand tu dis la halakha de faire attention aux mots. Il n'y a pas écrit c'est une obligation totale, et si tu ne fais pas ça, ta tvila n'est pas valable. Il n'y a pas écrit ça. Écrit minag kasher, c'est une bonne coutume. Donc la bonne coutume, c'est de commencer quand il fait jour, de finir quand il fait nuit. C'est une tellement bonne coutume que certains grands rabbanim en Israël, le Rav Nissim Karelitz par exemple, le Rav Wosner, beaucoup de grands rabbanim, ils disaient si le mari il est avrech, il étudie la Torah, et en hiver, la femme elle a tous ses enfants, elle ne peut pas prendre son bain alors qu'il y a tous les enfants dont il faut s'occuper. Et bien, il disait que le mari rentre du Beth Midrash, qui ferme la Gemara avec tous les enjeux qui sont, et qu'il aille à la maison s'occuper des enfants, et que la maman elle puisse faire son bain pour pouvoir accomplir cette coutume cachère. Donc c'est une coutume cachère, évidemment, on ne peut pas toujours se permettre. Parfois le mari il est au travail, parfois le mari il ne peut pas être là, parfois la femme elle est au travail à l'heure où il fait encore jour, en hiver en particulier. Donc on ne peut pas toujours faire ce minag cachère, mais ça serait le top. Maintenant, jusque-là, on a parlé donc du minag. Maintenant, en Italie, et je fais un peu d'histoire, en Italie, il y avait un endroit dans lequel le mikvé se trouvait juste à côté du Bet Knesset. Et les gens à l'époque, ils faisaient leur chafifa. Voilà. Et ils faisaient les gens leur chafifa, où ça? Les femmes, elles faisaient leur chafifa au mikvé. Il y avait des baignoires, comme ici d'ailleurs, j'imagine. Elles faisaient leur chafifa au mikvé. Maintenant, les femmes, on leur disait, la chafifa, minag kasher, la bonne coutume, il faut commencer quand il fait encore jour. Donc elles venaient quand il faisait encore jour. C'était l'heure de mincha arvit des hommes. Les hommes, ils rencontraient les femmes elles rencontraient les hommes. Et tout le monde comprenait très bien que si les femmes, elles venaient, c'était parce qu'elles devaient aller au mikvé. Les femmes, elles avaient très honte. En plus, c'est pas très tsniout, tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que les femmes, elles disaient, non, on ne va pas au mikvé. Tu sais quoi? On va repousser le mikvé à Motzei Shabbat. Dans tous les cas, Motzei Shabbat, vous n'allez pas nous demander de venir en journée, c'est encore Shabbat. Donc, dans tous les cas, Motzei Shabbat, on va quand il fait nuit, quand il fait tard, les hommes, ils sont déjà rentrés à la maison. En plus, c'est l'obscurité, personne ne voit. Et les femmes, au lieu de se tremper comme il fallait, eh ben, elles attendaient Motzei Shabbat. Il y a deux Gdolé Ador qui s'appelaient le Maharim Mintz et le Maharam Padawa, deux géants. Ils ont fait une institution. Ils ont dit, mesdames, non, on n'accepte pas que ça se passe comme ça, que vous décaliez votre mikvé. On n'accepte pas. Vous allez aller au mikvé. Vous avez honte quand il fait jour, c'est normal. Vous allez aller quand il fait nuit. Donc quand il fait nuit, c'est quoi le problème? Que vous risquez de faire fif, de faire trop vite. Ces deux rabbanim m'ont dit, on va mettre une montre dans le mikvé, dans les salles de bain, on va mettre une montre. Et on va vous demander aux femmes de rester 1 heure. Il n'y a pas écrit une demi-heure. 1 heure dans la salle de bain. Pendant 1 heure, vous devrez vous préparer. Maintenant, tant qu'on est encore dans cette heure-là, vous ne sortez pas de la salle de bain. C'est quoi mon problème à moi? C'est que la femme, elle se dise, on ne parle pas de femmes qui vont se moquer du monde. On parle de femmes qui ont tellement envie de retrouver leur mari qu'elles vont dire, bon ça va, je me suis bien lavé, alors qu'en fait elles ont tout fait en 10 minutes. Si elle sait qu'elle est bloquée pendant 1 heure, dans tous les cas, eh ben, elle prendra son temps. Elle ne va pas passer 10 minutes à se laver, 50 minutes à regarder les nouvelles. Donc évidemment qu'elle va se préparer comme il faut. Et ça, c'était quelque chose de magique. C'était génial. Tu as tout gagné. Tu as et la nuit, donc il n'y a pas de problème de tsniout, et dès qu'elle s'est trempée, dès qu'elle a fini, elle va se tremper. Et en plus, tu es sûr qu'elle ne va pas faire la chose khfif. Elle a mis son réveil. Vous êtes d'accord? Voilà ce que ces deux Gdolé Ador ont dit. Le Maharshal, il a repris ça. Le Shach, l'un des plus grands décisionnaires ashkénazes, il a repris cette coutume, il a écrit cette coutume, et il a dit que c'est bien de procéder à cette coutume pendant 1 heure. Vous mettez un compte à rebours, vous mettez une montre, vous mettez un réveil. Un jour, il y avait un monsieur, il avait un voisin, il avait le coq. Et le coq, tous les matins, à 6 heures, il le réveillait. Il en a eu marre. Un jour, il a dit au voisin, écoute, ton coq, là, s'il te plaît, fais quelque chose, je ne peux pas. Tous les matins, il me réveille à 6 heures. Le voisin, il n'en avait rien à faire. Un jour, il est venu, à 6 heures du matin, il a pris le coq et puis il lui a complètement arraché la tête. Le voisin, il arrive, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je l'ai réglé à 9 heures. D'accord? Donc, vous mettez une montre, 1 heure, au bout d'1 heure, c'est bon. Maintenant, là où il y a une très très grande erreur, et ça, je vous demande de bien écouter. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que même quand elles font la khafifa, quand il fait encore jour, elles doivent rester 1 heure dans la salle de bain, elles doivent regarder leur montre. C'est faux. Toute cette institution, elle a été faite pour quand? Pour quand on fait la nuit. Quand on fait la nuit, on voit qu'il fait déjà nuit, on est pressé de retrouver son mari. Là, on met 1 heure.
Quand on est en journée, personne n'a demandé de faire 1 heure. Les décisionnaires ne lui demandent pas. Le Rav Wosner, il dit, mais dans tout cas, ça prend du temps de se préparer. Bien sûr, ça prend du temps. Mais d'être stressé avec l'heure, et il me reste encore 5 minutes, est-ce que c'est bon ou pas? Je ne suis pas en train de faire contre la takana. Il n'y a pas de problème. La takana, c'est quand tu fais la nuit. Par exemple, quand est-ce qu'on ne peut pas faire le minag kasher? Quand la tvila, elle tombe Motzei Shabbat. On ne peut pas commencer le bain quand il fait jour. Donc Motzei Shabbat, tu rentres dans ta salle de bain, mais 1 heure. Maintenant, le Rav Wosner, il dit 1 heure, ça inclut tout. Couper les ongles, s'épiler. Ce n'est pas 1 heure allongée dans la baignoire. Et d'ailleurs, si vous restez 1 heure allongée dans la baignoire, vous risquez de vous endormir. Et ce n'est pas forcément la bonne chose de s'endormir. Je précise encore un autre point. Beaucoup de femmes me posent la question. Il vaut mieux faire où les préparatifs? Au mikvé ou à la maison? Alors, l'idéal, ça aurait été de faire au mikvé. Comme ça, dès que tu as fini, samour la tvila, juste après la khafifa, tu plonges dans le mikvé. Le problème, c'est que si tu sais que là-bas, tu vas être stressé, parce que là-bas, toutes les 2 minutes, madame, il y a la queue, et vous n'êtes pas toute seule ici. D'accord? Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu ne vas pas être tranquille. Et l'essentiel de la khafifa, c'est d'être tranquille. Donc, disons la chose suivante. Disons la chose suivante. Si vous habitez à 5-10 minutes, un quart d'heure du mikvé, où vous avez la voiture et tout, je pense que dans beaucoup de cas, le plus intelligent, c'est de faire chez soi à la maison. Et après, d'aller au mikvé, vous n'avez pas tellement le temps de transpirer ni rien du tout. Et voilà. Si jamais, soit à la maison, vous ne serez pas à l'aise, que vous avez des grands enfants qui vont sans arrêt vous demander pourquoi tu passes tellement de temps à prendre ton bain, maman. Soit vous savez que au mikvé, là où vous allez, c'est ce rendez-vous et vous avez tout le temps que vous voulez. Dans ces cas-là, vous avez raison. Le mieux, effectivement, ça serait de faire au mikvé. Je voulais vous dire maintenant quelque chose. Je sais que ce point, il n'est pas connu. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des points qui ne sont pas très connus. La baignoire. Je reçois des tonnes de questions concernant la baignoire. Des gens qui n'ont pas de baignoire, qui n'ont qu'une douche, etc., etc. Alors, la halakha, je vais vous dire toute la vérité. Que la coutume dans le monde entier, c'est d'être dans une baignoire, c'est vrai. Que la baignoire, ça facilite un petit peu le nettoyage, c'est vrai. Que quand tu es dans la baignoire, l'eau, elle arrive partout, et donc même le dos, par exemple, va faire le ioun de ton dos, vas-y, va faire le ioun de ton dos, c'est dur. Alors les poskim me disent, c'est pas grave, comme tu étais allongé dans l'eau et tout, ben voilà, on imagine que ça va, ça s'est nettoyé aussi. C'est pas que tes yeux, ils doivent voir, mais il y a quand même une présomption de nettoyage qui a été fait. Là, la balanite, elle peut pas mal aider, parce qu'elle peut être derrière moi. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que dans la halakha, je parle de Gemara, Rishonim, Shulchan Aruch, Acharonim, il y a écrit nulle part le mot baignoire. Et même les décisionnaires qui s'interrogent à 512 cette histoire-là, ils vont essayer de trouver des espèces d'allusions dans certains Rishonim que... Mais disons que ce n'est pas une halakha, la baignoire. C'est tellement pas une halakha qu'il y a un grand rave d'Israël, il s'appelait le Rav Fischer, il est décédé il y a peut-être 15 ans. Ce rave-là, un jour, quelqu'un lui a demandé, il lui a dit, moi j'ai toujours fait la baignoire, maintenant je suis dans un endroit où je n'ai pas de baignoire. Est-ce que je peux faire sans baignoire? Il lui a dit, bien sûr. Tu prends la douche, à l'eau chaude, tu te laves bien toutes les parties du corps, tu restes suffisamment de temps, tu te laves les cheveux, tu te payes, mais ce n'est pas grave. Il lui a dit, mais dorénavant, je ne pourrai plus jamais faire, je dois faire Atarat Nedarim. Il dit, c'est pas peine de faire Atarat Nedarim. Atarat Nedarim, l'annulation des vœux, c'est dans quelque chose qui a quand même une assise halachique. Quand quelque chose, c'est une halakha. Mais bon, on n'était pas obligé de le faire, mais on l'a quand même fait. Là, on fait Atarat Nedarim. Le Rav Fischer, il disait, c'est même pas. On ne ferait pas avec Dr Fischer, hein, c'est complètement autre chose. C'est un très très grand Talmid Chacham. Le Rav Fischer, il dit, c'est même pas la peine de faire Atarat Nedarim. J'ai une fois quelqu'un qui m'a téléphoné, il m'a dit, voilà, je voulais acheter un appartement, c'était à Beit Vagan. Il me dit, l'appartement, parfait, tout va bien, c'est génial. Le seul problème, il n'y a pas de baignoire. Je lui dis, alors comment vous allez prendre votre douche? Il me dit, non, il y a une douche, il n'y a pas de baignoire. Je lui dis, moi, je ne suis pas agent immobilier, je ne suis pas conseiller en... Qu'est-ce que tu veux chez moi? Il me dit, non, le problème, c'est pour le mikvé. Et il me précise sa question. Il me dit, en général, ma femme, de toute façon, ça ne la dérange pas, elle peut aller faire le bain au mikvé. Mais le problème, c'est quand ça tombe un vendredi, et le mikvé, quand elle est, là où elle va, il ouvre que très proche, juste avant Shabbat, donc elle ne pourra pas. Alors comment elle va faire les fois où elle a le mikvé qui tombe un vendredi, une fois tous les 36 février? Alors, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Tu vas, tu t'achètes ta maison, et puis cette fois-ci qu'elle renonce au bain. D'accord? C'est clair tout ça? Oui. Souvent, quand on arrive au milieu, on nous demande de nous redoucher, sachant
maintenant qu'on sort de la douche, qu'on a les cheveux mouillés encore, qui sont d'ailleurs démêlés, quand on se douche, justement, ça réemmêle les cheveux. Donc je comprends pas, est-ce qu'on peut dire non à la douche? D'abord, vous pouvez dire non à tout. Maintenant, le but, c'est que vous soyez le plus propre possible. Si ça vous emmêle les cheveux, vous n'avez qu'à vous doucher sans les cheveux. Vous connaissez. En général, on recommande de se repeigner les cheveux. Comme... Ça, nous, on le demande, parce que nous, là, il y a quasiment toute l'équipe des Balagnottes. On le demande que parce que Rav Dreyfus, il nous a dit que c'était une chova. Et quand je lui ai dit, d'après Noémie, c'est Alpi Alacha. Alors, d'après lui, pour faire le shampoing, d'après la dirigeante de Noémie, pour elle, c'est Alpi Alacha. Que les femmes, elles se redouchent. Ok, alors je vous relis le Shulchan Aruch. Alors regardez, je vous relis le Shulchan Aruch. Écoutez bien le Shulchan Aruch. D'abord, je suis très honoré d'avoir des balagnotes ici. C'est vrai, il y a beaucoup de balagnotes qui m'appellent, même de Toulouse, de machin, qui m'appellent pour leurs questions de halakha. Regardez. Vechen minag kasher, je reprends les mots. Avant que vous me disiez ça, je vous ai dit, on fait attention aux mots. Minhag kasher, qui est-ce qui peut me traduire minhag? Coutume. Coutume, c'est obligation? Non. Kasher, c'est quoi? Kasher. Chez Afalpi, chez Chafafa, que bien qu'elle a pris son bain, Tissa, Aïma, Masrek, Lebet, Advila, qu'elle prenne avec elle un peigne à l'endroit de l'immersion, Vetisrok, Sham, et qu'elle se repeigne. Donc il n'y a que ça, et que ça, c'est une coutume cachère. Il n'y a pas d'obligation à faire. Je ne suis pas en train maintenant d'être en marloquette avec quiconque. Moi, on me demande d'enseigner la halakha, j'enseigne la halakha. Je ne peux pas maintenant tenir compte de ce que tout un chacun dit. J'ai beaucoup de respect pour le Rav Dreyfus, et j'ai même appris chez lui pendant une certaine période les couleurs et tout. Mais je suis obligé d'être fidèle à la halakha et à ce que je considère être la halakha. Donc, c'est très bien. Maintenant, voilà, vous avez une dame qui vous dit, moi, quand je me refais ça, ça me réemmêle les cheveux plus que ce que c'était avant. Alors, dites-moi, qu'est-ce que la halakha, elle dit? Ben, la halakha, elle dit, alors ne te les emmêle pas plus. Maintenant, c'est bizarre que ça vous réemmêle plus. Si jamais vous avez réussi à les démêler à la maison, vous pouvez vous les redémêler au mikvé. Ah oui, mais parce qu'on ne nous dit pas de redémêler les cheveux. L'essentiel, c'est ça. L'essentiel, quand on arrive au mikvé, c'est de se redémêler les cheveux. Dans tous les cas, le ioun, vous le faites. Si vous avez peur d'avoir une petite saleté sur le corps, vous faites le ioun. Vous regardez tout. Voilà, ça c'était le premier point. Il y avait une autre question? Non, mais à part ça, nous, on habite en France et l'hiver, on arrive avec des chaussures, des écharpes. C'est-à-dire que je pense, quand j'avais posé la question à Rav Dreyfus, je lui ai dit, mais comment on faisait pour le Covid, puisque les douches étaient interdites? Il m'a dit, circonstances particulières. Alors, c'est ces mots. Il m'a dit, comme c'était c'était la pandémie, il n'y avait pas le choix, donc on ne se redouchait pas. Maintenant, c'est un chiour. Très bien. Moi, je les vois, les femmes arrivent au milieu avec l'écharpe comme ça, et les peluches, et le manteau, et tout. Je ne pense pas que ce soit... Lui, il m'a dit que c'était un chiour. Bon, là, vous me dites que c'était une bonne coutume. Du coup, ok, ça nuance. Mais on a des choses sur nous. Et fatalement, je ne sais pas, même quand on va se tremper les pieds avec les chaussettes ou quoi que ce soit, je ne pense pas que ce soit un plus. Maintenant, c'est sûr que les cheveux, s'ils préfèrent se démêler, donc on peut leur demander que de se démêler les cheveux. Non, ou que la douche, que la douche du bas, que le reste du corps. Si vous avez peur surtout des peluches, des machins, ben, que le corps, mais pas forcément de refaire tout depuis le début. Non, c'est-à-dire, voilà, et à part ça, moi, ce que je veux bien, enfin, on est dans une Kéhila très hétéroclite. Très quoi? Voilà, mais même les femmes, c'est une Kéhila où il y a de tout. Il y a des femmes rondes, et tout ça. Et c'est rassurant pour les femmes qui ne sont pas religieuses de se dire que les femmes qui sont rentrées, avant de rentrer, il y a une douche obligatoire. Comme à la piscine municipale, entre guillemets. Ah ouais. Et moi, je leur dis, quand elles me disent, mais ça me dégoûte, je leur dis, mais c'est mieux, c'est plus pratique. Ah, très bien, ça. Là, vous m'avez convaincu. Là, vous m'avez convaincu. Si c'est pour convaincre les femmes. C'est-à-dire, c'est un tout. J'avais posé la question à Rav Dreyfus. D'accord. Pas pour me faire plaisir. Oui. Parce que même nous, Balagnottes, on a envie de rentrer chez nous aussi. Oui, bien sûr. On marie nos enfants, mais Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que on fait pas pour embêter les femmes. J'ai compris. Les chaînes quand même. Oui, non, évidemment. Mais peut-être que les cheveux, C'est vraiment les cheveux. Alors, le shampoing et tout, ou pas? Non, il a dit c'est une bonne coutume de leur redémêler. Je continue, s'il vous plaît. Moi, je vous donne la halakha telle que je la vois. Oui, le shampoing pas obligatoire, c'est ça? C'est ça la fin, on s'ajoute s'abonner, c'est ça? Non, attendez, moi, j'ai pas dit ça. Ah non, on l'a jamais dit. Moi, ce que j'ai dit, c'est que l'essentiel, c'est que c'est vraiment au cas par cas. Si j'étais à la maison il y a 10 minutes et qu'en attendant, je n'ai pas transpiré, j'ai rien du tout, il y a une bonne coutume, c'est de reprendre une douche, mais rapidement, même sans savon, juste de reprendre une douche pour bien laver le corps, comme vous dites, on était habillés et tout, et de se repeigner les cheveux. Ça, c'est une bonne coutume. Maintenant, de se repeigner les cheveux, maintenant, si c'est pour se les réemmêler, alors ça ne vaut pas le coup. Et voilà. Donc, on continue, s'il vous plaît. Deuxième question importante
pour laquelle j'attire votre attention. On me la pose très, très, très souvent. Si j'avais su que c'était ici pour les balaniotes, alors je vous aurais peut-être fait un truc que pour les balaniotes, mais bon, peut-être vous voulez entendre aussi quand même d'autres choses dans les halachot. Les questions des lits. Alors, la question des lits, c'est une question très, très, très importante et intéressante, parce que j'en entends de toutes les couleurs. Par exemple, récemment, une dame me dit, est-ce que le jour où je vais aller au mikvé, je n'ai pas encore été, je vais aller dans 2 heures, est-ce que je peux déjà coller les lits le jour où je vais aller au mikvé? Je n'ai pas encore été au mikvé. Est-ce que je peux déjà coller les lits? Ça m'aiderait, par exemple, de les faire à l'avance. Autre question, et si j'ai déjà collé les lits, est-ce que mon mari pourra faire une sieste sur son lit à lui, or que les lits sont collés? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, rapidement, on va essayer de mettre de l'ordre dans les idées. Tout d'abord, il faut connaître la halakha telle qu'elle est. La halakha, le Shulchan Aruch, il dit, je vous lis dans les mots, Shulchan Aruch, il dit, Siman Kuf Tzadike, ça y fait, Lo yeshev bemita amiuchedet la, afilu shelo befanea. Moi, Marie, je n'ai pas le droit de m'asseoir sur le lit de ma femme, donc le lit qui est réservé à ma femme, c'est son lit à elle. Je n'ai pas le droit de m'asseoir sur le lit de ma femme, même si elle n'est pas là. Donc ma femme, elle est à l'extérieur de la maison. Moi, je veux m'asseoir sur son lit à elle. Quand elle est nida, on parle évidemment pour le kiff. Je n'ai pas le droit. Pourquoi je n'ai pas le droit? Parce que ça va me donner des mauvaises pensées. Le lit, c'est quand même un endroit intime. Ça va me donner des pensées qui sont interdites pendant la période où la femme, elle est nida. Très bien. Est-ce que je peux m'allonger dans son lit? Vous avez compris que a fortiori, que je n'ai pas le droit. Très bien. Est-ce que la femme, elle peut s'asseoir sur le lit de son mari? La halakha, elle dit que oui. L'interdit, c'est à l'homme de s'asseoir sur le lit de sa femme. La femme, elle peut s'asseoir sur le lit de son mari. C'est permis, c'est autorisé. Il y a, bien qu'elle est nida. J'ai pas dit s'allonger, j'ai dit s'asseoir pour l'instant. Disent les décisionnaires, elle peut s'asseoir sur son lit, disent les décisionnaires, même quand il est là. L'homme, c'est lui qui a des idées un peu barjo. Les femmes, comme la Gemara le dit, c'est pas moi qui invente. La Gemara dans Maseret Ketuvot, elle dit que les hommes, ils ont un yetzer beaucoup plus grand de toutes ces choses-là que la femme. Donc, si l'homme il s'assoit sur le lit de sa femme, ça il va commencer à fantasmer. En tout cas, il y a des risques. Si la femme, elle s'assoit sur le lit de son mari, elle restera tranquille. Et lui aussi, ça va. De voir sa femme assise sur son lit, ça va pas trop le perturber. C'est comme ça que la halakha, elle dit. Maintenant, évidemment, si votre mari vous dit, moi, ça me perturbe de te voir sur mon lit, eh ben, vous le ferez pas. Mais la halakha, avant les chumrot que chacun doit s'imposer parce qu'il sait que lui, il est spécial, il y a la halakha. Viennent les décisionnaires et ils demandent, donc j'ai compris, donc elle peut s'asseoir sur son lit, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là. Est-ce qu'elle peut s'allonger sur son lit? Il y a des décisionnaires, quand il n'est pas là, elle a le droit de s'allonger sur son lit, il ne la voit pas. Quand elle est là, il y a une marloquette à poskim. Il y en a qui disent, ah non, devant lui, tu vas t'allonger sur son lit, devant lui, non, ça va lui faire des mauvaises pensées. D'autres qui disent, non, halakha le maaseh, on préfère être mahmir, en sachant qu'il y en a qui l'autorisent, il y en a qui interdisent. Même le Rav Ovadia Yosef, qui va plutôt dans le sens de l'autorisation, il dit, vaut mieux être mahmir, que la femme, elle ne s'allonge pas sur le lit de son mari devant lui. Ça, c'est une première halakha. Donc là, vraiment, je parle d'un seul lit. Le lit du mari, le lit de la femme, je n'ai pas parlé des lits collés. C'était une première halakha. Siman Kuf Tzadik He, Saïf He. Ça va? Je continue la halakha d'après. Siman Kuf Tzadik He, Saïf. Après He, il y a quoi? Vav. Je vois que vous suivez. Et il dit, Lo Ishan Aima Bemita. Le mari ne doit pas dormir avec sa femme dans un lit. Afilu kol echad bebigdo. Bien que chacun est habillé en pyjama. Ve'en nogim zebazé. Moi, je n'ai pas le droit de m'allonger sur le lit de ma femme. Non, il y a un lit, ce n'est pas le lit de ma femme. Je ne sais pas. On arrive à l'hôtel, il y a un lit. Il est ni à ma femme ni à moi. Un lit. Donc, je n'ai pas l'interdit de m'allonger dessus, ce n'est pas celui de ma femme. Est-ce que j'ai le droit de dormir dans le même lit avec ma femme? Il est très grand le lit, chacun se met de son côté, en pyjama, dit le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit. C'est clair? Il a fait. Vient le Rama. Rabbi Moïse Iserles. Alors s'il vous plaît, retenez. Le Rama, c'est Rabbi Moshe Iserles, le Rav des Ashkenazim, et il dit Ve'afilu im shochvim bishte mitot. Même s'ils dorment dans 2 lits. Ve'amitot nogot zu bezu asur. Et que les lits se touchent l'un l'autre, c'est interdit. Donc, tout ce qu'on dit séparer les lits, pas séparer les lits, ça commence avec le Rama. Le Rama, il rapporte un Mordechai. Le Mordechai, c'était l'un des Rishonim, l'un des rabbanim de l'époque médiévale, qui dit, c'est pas simplement ne dormez pas dans le même lit, mais même il faut que les lits soient séparés, que les lits ne se touchent pas les uns les autres. Ça va?
Maintenant, combien il faut séparer les lits? Il y a des grandes discussions dans les poskim. Et évidemment que si on a la place, eh ben c'est bien de bien séparer pour que même par erreur, on n'en vienne pas à se toucher en faisant des rêves un peu. Mais par contre, mais Ikaradine, ça je le précise quand même, mais Ikaradine, même un petit peu, ça suffit. Ça veut dire que si dans la chambre où on est, il n'y a pas de place, et que la seule chose qu'on peut faire, c'est soit séparer de 3 cm, soit chacun doit dormir dans une autre pièce, eh ben, hein? C'est pas genre 15 ou 10 centimètres. Alors très bien. La minimale, les élèves du Harizal, ils disent c'est bien que même quand on tend le bras, qu'on ne puisse pas toucher l'autre. Il y en a qui disent c'est bien que les couvertures ne puissent pas se toucher l'un l'autre. Ça, c'est des khumrot. C'est bien. On essaye de faire quand on a de la place dans la chambre. Quand on n'a pas de place, l'essentiel, c'est que ça ne se touche pas. Il écrit il ne faut pas qu'ils se touchent. Dès qu'ils ne se touchent pas, ils ne se touchent pas. Donc, il n'y a pas de minimum. Ça, à nouveau, vous voulez les références de ce que je vous dis pour les choses où vous avez besoin de références, je vous donnerai, Vezrat Hashem, vous me demanderez, je vous donnerai, je vous ferai des photocopies des livres écrits. Ce que je vous dis, tout est vrai, tout est écrit, j'invente rien du tout. Maintenant, là où je vais vous dire quelque chose, et vous allez comprendre comment ça s'étudie la halakha. Justement, j'ai une question là-dessus. J'allais rebondir vraiment là-dessus. Vous avez plein de sources, mais forcément, il y a des moments où elles vont se contredire ces sources. Et du coup, est-ce qu'on ne pioche pas chez l'un, chez l'autre, chez l'autre, chez l'autre? Alors que si ça se trouve, si on n'en suit qu'un seul, il va être sur ma même ligne que moi, mais tout le temps. Il va être sur la même ligne que vous. Il va être sur la même ligne que vous. Ça veut dire si, sur le choix, par exemple, un truc tout bête, mais s'il choisit de rapprocher les lits au minimum, par exemple, et pour un autre sujet, il va être plus rigoureux, on va le suivre de manière générale. Mais si on mélange tout là et qu'on prend la facilité chez tout le monde. On prend pas. Regardez, c'est un très long sujet. Ouais, c'est un très long sujet qui se pose dans toute la halakha. Oui, je sais, mais là, depuis tout à l'heure, on cite beaucoup de rabbanim. Et du coup, Attendez, quand j'ai cité beaucoup de rabbanim, là, tout ce que vous citez depuis le début, on a plusieurs rabbanim. À chaque fois, il y avait plusieurs sources. non? Finalement. Je crois pas, non. Shulchan Aruch, la douche, ça se prend là et là. Non, je crois pas. Maintenant, je vous répète. Aucune contradiction. Le Rav qui dit de laisser qu'il y ait de la place entre les mains, il ne contredit pas celui qui dit 3 cm. Il dit, si tu as de la place, tu laisses. Il y avait une grande Asefa dans une ville qui s'appelait Levouv. Là-bas, il disait, c'est quoi? Il faut même mettre une commode entre les deux lits. Alors, ce n'est pas toujours très commode, mais il faut mettre une commode. Comme ça, il y en a qui disent, il faut mettre une commode. À nouveau, celui qui peut, qui bête. D'accord? Mais il faut savoir, c'est pour ça que je vous dis, madame, ce qui est très très important, c'est de connaître la halakha et la khumra. Parce que parfois on a affaire à des gens qui sont loin des khumrot, et tu leur enseignes la khumra, finalement, vous savez ce qu'ils font? Ils disent, moi, de toute façon, je ne peux pas faire les khumrot, donc je ne fais rien. Et il y en a des cas. Donc c'est important de savoir qu'est-ce qui est halakha, qu'est-ce qui est khumra. Maintenant, je continue. Et là, ce que je vais vous dire, personne ne peut être rolex sur ce que je vous dis, parce que ce que je vais vous dire maintenant, ça a été signé par le Chazon Ish. Donc, je ne pense pas que quelqu'un se permettra d'être rolex. Mais avant de vous dire que c'est le Chazon Ish, j'aimerais maintenant vous expliquer et vous répondre à toutes les questions du lit. Toutes les questions. Écoutez bien. Donc, on a dit que d'où ça provenait cette histoire de séparer les lits? Le Rama. Le Rama, il ramène ça au nom de qui? Du Mordechai. Ça va? Vient le Mordechai, je vous lis dans les mots ce qu'il dit. D'accord? Faites attention, s'il vous plaît, à chaque mot. Maintenant, c'est de la mathématique. Faites attention à chaque mot. Haram katav. Des tsarich lizaer. Il faut faire attention. Imiesh shte mitot. S'il y a 2 lits. Veraglea achat nogod bechaverata. Et que les pieds de l'un touchent les pieds de l'autre. Maintenant, écoutez bien chaque mot. Shelo ishkav hu beachat. Veishto nida beacheret. Que lui ne s'allonge pas dans un lit. Et sa femme dans le lit d'à côté, donc il touche. Imlo yasimu efsek bentaim, s'ils ne mettent pas quelque chose entre les deux. Donc les mots, encore une fois, je les dis maintenant en français, il faut faire attention que lorsque les lits se touchent l'un l'autre, l'homme ne s'allonge pas dans son lit et elle allongée dans son lit aussi. Maintenant, j'ai des questions vraiment de pure logique à vous poser. Vous avez fait tous les psychométriques. Une fois, on a demandé à une Marocaine, on lui a montré une table, il y avait 3 pieds. On lui a dit, qu'est-ce qui manque dans cette table? Elle dit, les salades. D'accord? Alors, bon, les thunes, c'est pas mieux avec Seudot Yitro. Alors, regardez, j'ai maintenant la truc suivante. Je vous pose une question. Je suis, moi... alors, je commence par le simple. Les 2 lits sont collés, ça va? Est-ce que moi, monsieur, j'ai le droit... Ma femme, elle est nida, mais elle n'est pas là. Est-ce que j'ai le droit, moi, de m'allonger dans mon lit?
Aucun problème. Le problème, c'est quand les deux sont allongés. Très bien. Je suis allongé dans mon lit. Ma femme, elle aimerait s'asseoir sur son lit. Est-ce que c'est permis? Oui? Il y a écrit qu'ils ne soient pas allongés l'un l'autre quand les lits sont collés. Donc, madame est allongée dans son lit. Moi, je veux m'asseoir sur mon lit. Est-ce que c'est permis? C'est permis. La seule chose, attendez, En ayant les lits collés en ayant les lits collés, sur un canapé, on peut pas s'asseoir en même temps. la seule chose, attendez. La seule chose qui est interdite, c'est que lui soit allongé dans son lit, elle soit allongée dans son lit. Maintenant, toute l'histoire des lits collés, c'est pas moi qui ai inventé, c'est le Rama, c'est le Mordechai. On va pas être plus mahmir que le Mordechai. Le Mordechai, il dit c'est bien de faire attention, Tov Lisaer, il dit même pas c'est interdit, il dit c'est bien de faire attention, de ne pas être allongé, lui dans son lit et elle dans son lit quand les lits sont collés. Il y a écrit de s'allonger. On est d'accord que l'ishkav, chez lo ishkav ou be'achat ve'ishtonida ba'acheret, ishkav ça veut dire s'allonger, oui ou non? D'accord. Dans beaucoup de livres de Acharonim d'aujourd'hui, on ramène tout ce que je vous dis maintenant. Tout ce que je vous dis maintenant, que quand les lits sont collés, lui, il peut s'asseoir et sa femme allongée. Lui, il peut s'allonger et sa femme assise. Le problème, c'est les deux allongés. Il ramène ça au nom du Chazonish. Donc déjà, si vous entendez quelqu'un dire pas comme ça, vous pourrez lui dire désolé, mais le Chazonish, il dit comme ça. Mais moi, j'ai l'habitude de dire, le pauvre Chazonish, laissez-le tranquille pour des choses quand même plus dures. Le Chazonish, c'était un géant de la Torah. Il avait une perspicacité, une intelligence, qu'on ait besoin du Chazonish pour les sougiotes compliquées et tout. Mais pour ces déductions qui sont tellement évidentes, moi, je les ai déduites sans le Chazonish. Mais ça me fait quand même plaisir que le Chazonish le dise. C'est quelque chose qui est important à connaître. Ça, c'était le deuxième point dont je voulais vous parler. Donc, évidemment, que d'avoir les lits collés à la maison quand personne n'est assis dessus. Oui, vous avez posé une bonne question, excusez-moi. Vous avez posé une bonne question. J'ai une question à vous poser. Est-ce que moi et ma femme, quand ma femme est Nida, on a le droit de s'asseoir sur son lit à elle? Bien évidemment que non, puisque même quand elle n'est pas là, je pourrais m'asseoir sur son lit à elle. Ça va? Question plus compliquée. Qui est courageuse? Sur le lit du mari. Vous êtes courageuse? Ouais. Madame comment? Riahi. Madame Riahi, la femme de Rabbi Nati? Non? Madame Riahi, vous voulez... Est-ce que vous avez le droit de vous asseoir avec votre mari sur le lit du mari en période de Nida? Pourquoi? Vous ne touchez pas, vous êtes loin l'un de l'autre. Alors regardez, la halakha, si on réfléchit bien, en principe, on a dit, le lit du mari, la femme elle a le droit de s'asseoir dessus, même devant lui. Donc là c'est le lit du mari. Attendez, elle a le droit de s'asseoir. Attendez, elle a le droit de s'asseoir, lui a le droit de s'asseoir. Bien sûr, il faut qu'il y ait un espace qu'on n'en vienne pas à se toucher. Ça c'est la halakha. Maintenant, là où vous avez raison, il y a une halakha qui s'appelle Safsal Amit Nadned. Safsal Amit Nadned, c'est une balancelle. Il y a une halakha, Ashkenaz principalement, les Sfaradim ne sont pas tous d'accord avec ça, qui interdit de se mettre sur une balancelle avec sa femme, ambiance vacances de février, ou plutôt de... Vous vous mettez ensemble, et puis vous commencez à papoter, et puis c'est sympa, et puis vous touchez de temps en temps. Ça, c'est une atmosphère de vacances, une atmosphère de kiff, une atmosphère de détente. La halakha, certains rabbanim, en particulier Ashkenaz, ils disent, quand la femme est nida, vous ne s'asseyez pas tous les deux ensemble sur la balancelle. Ça fait vacances. Moi, une fois, ma femme m'a demandé, tu veux partir où pour les vacances? Je lui ai dit, je sais pas, mais un endroit où j'ai encore jamais mis les pieds. Elle me dit, c'est parfait, on va passer les vacances à la cuisine. Alors, il y a l'ambiance vacances. Maintenant, il y a deux choses dans la balancelle. Il y a d'une part qu'on sent l'un les mouvements de l'autre, genre tous les deux ensemble, comme ça, on se sent l'un l'autre. Et il y a l'aspect intimité de ce genre d'atmosphère. Maintenant, il y a des poskim, et en particulier chez les Ashkenazim, qui disent, attention, quand tu vas t'asseoir sur le lit et qu'il y a les ressorts et les machins, eh ben, l'un va sentir les mouvements de l'autre. Donc c'est pour ça que les Ashkenazim, même fauteuil, même tout ça, même il y en a même qui vont aller jusqu'à la voiture, ils vont dire quand la femme elle s'assoit, le mari, il ressent les amortisseurs. D'accord? Surtout si c'est une voiture de Havrer. Est-ce que vous connaissez la définition d'une voiture de Havrer? Vous connaissez la définition d'une voiture de Kollelman? C'est une voiture dont toutes les parties font du bruit, sauf le klaxon. Alors, donc, si vous avez, en tous les cas, à la Khalemassé, on a l'habitude d'autoriser les voitures, même pour les Ashkenazim. On a l'habitude de demander que la femme, elle s'asseye avant le mari. Comme ça, si déjà c'est la femme qui sent le mouvement du mari et pas le mari de la femme, c'est un petit concept qui existe. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que les Sfaradim,
ils sont beaucoup plus cool dans ce domaine-là de ce qui est. Donc, si vous voulez être mahmir, ne pas faire le safsal à mitnadned, ne pas aller dans une barque tous les deux, où chacun, quand il va dans un sens, d'accord, c'est très bien, mais d'être mahmir sur le canapé et tout ça, en général, chez les Sfaradim, on est un peu moins mahmir dans tout ça. Ça, c'était le deuxième point dont je voulais vous parler. Oui. Une petite question. Moi, il y a un truc aussi, là, on peut donner un peu mes liens, le côté aussi très infantilisant. Par exemple, non, mais c'est vrai, par exemple, parfois, on est sur une table, ok, le truc de mettre un truc entre nous, ça va. C'est que si t'as pas d'enfant. Oui, mais bon, il y a des fois, on en fait ça. C'est pas une question d'infantile. Parce que quand vous mangez de la viande et que vous avez quelqu'un qui mange du lait à la même table, vous devez aussi mettre quelque chose entre les deux. Bien sûr. Et les poskim, ils demandent, et le Rav Wosner, il demande, et si tu es Enida et tu manges de la viande et lui mange du lait? Ils disent un seul signe, ça suffit. Non, le point qui est important à comprendre, c'est que c'est un équerre. Un équerre, c'est-à-dire quelque chose qui me rappelle. On voit souvent le équerre dans la halakha. Dans beaucoup de domaines, on voit le concept du équerre, quelque chose qui va me rappeler que j'oublie pas, par exemple, quand je commence un repas, que bientôt il y a mincha, qu'il y a tout type de choses dans lesquelles on voit que l'homme, il peut oublier, il risque d'oublier. Et donc, c'est... Il y a déjà tellement de choses à voir dans le monde, à manger dans l'assiette de l'autre, ça va, on le sait déjà, quoi. Ok, si vous savez, mais dans tous les cas, c'est une halakha. Alors, je vais vous dire, dans les hachakot, Il y a des choses qui sont infantilisantes. regardez, je vais vous dire, il y a un rave, il s'appelle Rabbi Ishmael, un rave dans la Gemara, ok? La Gemara, à l'époque de la Torah, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir, à l'époque de la Gemara, les gens, ils s'éclairaient avec des lanternes, d'accord? Avec de l'huile, avec de l'essence, du pétrole, et avec des mèches. Et la halakha, à l'époque, on n'est pas d'électricité, elle disait, tu n'as pas le droit le vendredi soir d'étudier à la lumière d'une bougie, Shema yaté, de peur qu'à un moment donné, le niveau de l'huile, il commence à rabaisser, que la mèche, elle s'écarte de l'huile et que tu en viennes à ajuster. Et c'est un problème de mavaïr pendant Shabbat. Il y a un rav, il s'appelait Rabbi Ishmael, et lui, il disait, bon, écoute, moi ça va, moi de toute façon, c'est bon, c'est trop important pour moi d'étudier et tout. Et puis un jour, il a étudié, et il a failli, non, je crois que la Gemara, elle dit que finalement, il en est arrivé à incliner là. Et après, il a écrit dans son livre, par erreur, et après, il a écrit dans son carnet, il a écrit quand il y aura le Beth Amikdash, je devrais amener un korban, parce que par erreur, j'ai oublié. Ça veut dire, on peut souvent penser être plus intelligent que la halakha, et parfois, on s'aperçoit ensuite que non, regarde combien la halakha, elle a eu raison. J'aurais des tonnes d'histoires à vous raconter, mais bon, là, venez, on reste concentré. Donc, le dernier point que je voulais vous dire, en matière de halakha tarat mishpacha, quelque chose, je ne vous demande pas ni d'enseigner ça, ni de faire ça, je veux juste que vous compreniez. C'est très, très, très important que vous compreniez, parce que les gens, ils parlent, ils disent, mais ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. La question, c'est un point très épineux, c'est devenu très même politisé, c'est la question des 4 ou 5 jours pour commencer le Hefsek Tahara. Je ne vous dirai pas quoi faire, je vous dirai ce que vous pouvez dire aux gens de faire ou de ne pas faire, mais ce que je veux déjà, c'est que vous compreniez la logique. Est-ce que l'une d'entre vous peut m'expliquer à quoi ça sert d'attendre 4 jours? Ça y est, tu as fini, il n'y a plus de saignement. Pourquoi tu dois attendre 4 jours? Est-ce que, Michal, vous savez c'est quoi cette histoire? Non? C'est 5 minimum. Alors pourquoi? D'où ça sort ces 5? D'où ça sort? Vous savez d'où ça sort? Pourquoi 5? Pourquoi pas? Ça y est, plus de sang, laisse-moi tranquille. Hein? Alors je vous explique. Je sais que ce n'est pas connu, je vous explique très 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 rapidement Be'ezrat Hashem. Non. C'est Shivan Ekiv, ça. Non. Je vous explique. Alors écoutez bien, juste soyez concentrés s'il vous plaît, parce que c'est un tout petit peu complexe, mais c'est très important. La halakha, elle demande de faire Shivan Ekim. Vous avez raison. Les Shivan Ekim, c'est les femmes comprises sur elles, que même pour une petite goutte de sang, elles font sur elles Shivan Ekim, la takana de Rabbi Zera, vous avez raison. Maintenant, il faut qu'on ait 7 jours de propreté. 7 jours, c'est 7 jours entiers. Si par exemple une femme, elle me dit, bah, ça va, dimanche dans l'après-midi, j'ai plus de sang, donc je commence, voilà, dimanche premier jour, lundi, mardi. Non, il faut que tout ton dimanche, il soit propre. Tout ton dimanche, ça veut dire depuis samedi, soir, il faut que ce soit propre. 7 jours entiers qui sont propres. Maintenant, 7 jours propres, nous, ce qu'on entend par propre, c'est propre de sang, qui est plus de sang. On est d'accord? La Gemara, elle s'interroge. Et elle dit, j'ai une question. Si jamais il n'y a pas eu de sang, toute la journée, il n'y a pas eu de sang, tu as fait la vérification, rien de rouge, mais par contre, il y a eu du zéra.
zera, le sperme du mari, du zera qui est sorti pendant les shivanekim qui étaient à l'intérieur du corps, qui est sorti. Est-ce que ça casse les shivanekim ou pas? Le sang, ça casse les shivanekim, d'accord? Si tu as vu du sang, tu recommences à zéro. Est-ce que le zera, ça casse? Vient la Gemara et elle dit, le zera, ça dépend. Quand il est encore actif, c'est-à-dire qu'il peut donner naissance à un bébé, il casse. Quand il est plus actif, c'est plus rien et ça ne te dérange pas. Question de la halakha, pendant combien de temps je considère que le zera est actif? Disent la plupart des décisionnaires, dont le Shulchan Aruch, pendant 6 onot. Ça veut dire 3 jours. Une ona, c'est jour, une ona, c'est nuit. Jour, nuit. Jour, nuit. Maintenant, moi, il faut que, si je commence mes Shiva Nekiim aujourd'hui, alors que hier, j'ai eu une relation avec mon mari, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir du zera qui va sortir. Je ne vais même pas m'en apercevoir parce qu'il est transparent. Et ça va me casser mes Shiva Nekiim, et je ne vais même pas le savoir. C'est ça l'explication des 4 jours. Je vous explique bien. Venez, on prend un cas précis. Comme ça, on peut réfléchir à partir d'un cas précis. Un couple a été ensemble vendredi soir. D'accord? Vendredi soir, mitzvah de Rona, très important, on est que Shabbat, etc. Donc, vendredi soir, à 20h, vendredi soir, à 20h, ils ont eu une relation. Ça va? Vendredi soir, à 20h. Disons, Shabbat matin, elle a ses règles, des règles très courtes, voilà. Dimanche, lundi, puis ça s'arrête. C'est rare, vous avez raison. Alors, disons qu'elle a eu un ketem, elle a eu un spotting très gros, sur du blanc, ça l'a rendu nida. Donc, lundi, elle n'a plus de sang, ça y est, dimanche, elle a vu du sang, lundi, elle pourrait très bien faire son F-sec. Est-ce qu'elle peut faire son F-sec ou pas? Alors, moi, ce que je veux, c'est que je puisse m'assurer qu'il y aura plus, qu'il y ait zéro chance qu'il y ait du zera qui puisse sortir pendant ces 7 jours. Dit la halakha, c'est très simple. Alors, vous avez des doigts, n'est-ce pas? Pour calculer, vous avez des doigts. Alors, venez, on fait le calcul ensemble. Donc, vendredi soir, je suis en train de réfléchir avec vous, pendant combien de temps le zera, qui a pu pénétrer vendredi à 20h, il est encore actif. Donc, vendredi soir, 20h, jusqu'à Shabbat matin, 8h, une ona. Shabbat matin, 8h, jusqu'à Motzei Shabbat, 20h. Motzei Shabbat, 20h, jusqu'à dimanche, 8h. Dimanche, 8h, jusqu'à dimanche, 20h. Dimanche, 20h, jusqu'à lundi, 8h. Lundi, 8h, jusqu'à lundi, 20h. Donc, s'il y a du zera qui sort à lundi 19h59, ça casse les Shiva Nekim, si tu avais commencé avant. Donc, il ne faut pas que tu commences là. Parce que, par contre, après, s'il y a du zera qui sort à 20h01, c'est fini. Il est mort, il ne fait plus rien, il ne peut plus donner naissance à un bébé. C'est plus considéré par la halakha comme cassant les Shiva Nekim. Donc, logiquement, j'aurais dit à la femme, vas-y, très bien, commence tes Shiva Nekim à lundi 20h. C'est quoi le problème? C'est qu'il ne sera pas complet le jour Naki. Un jour Naki doit être complètement, depuis le coucher du soleil. Le coucher du soleil, c'était à 6h. La tombée de la nuit, c'était à 20h. C'était à 18h. Donc, si tu commences tes Shiva Nekim à 20h, eh ben, ça ne marche pas. Et si tu me dis, j'avais qu'à les commencer à 18h, tu ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y avait encore du zera qui allait couler. Donc, tu ne pouvais pas. Ça, c'est donc jusqu'à, si j'ai eu une relation vendredi à 20h, jusqu'à lundi 20h, il y a peut-être du zera qui va sortir. Viennent Chachamim et ils disent, donc, quand est-ce que tu pourras commencer à faire tes Shiva Nekim? Que le jour d'après. Le jour d'après, ça veut dire? Là, on était lundi 20h? Non. Lundi 20h, ça s'appelle mardi. Donc, tu pourras commencer que mercredi à faire tes Shiva Nekim. Ça veut dire, tu pourras faire mardi en journée ton F-sek Tahara. Mardi en journée, ton F-sek Tahara. Et mardi soir, ça s'appelle mercredi, tu commences. Si on considère comme ça, restez jusqu'au bout, s'il vous plaît, ça s'appelle qu'il y a eu 4 jours depuis la dernière relation. Dernière relation, elle a eu lieu vendredi soir. Moi, j'appelle ça Shabbat, vendredi. Donc, Shabbat, dimanche, lundi, mardi. Mardi, tu peux faire le F-sek. Et il n'y a plus aucun risque, puisque mardi, ça y est, même s'il y a du zera qui sort, on s'en moque. Très bien. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo, Shulchan Aruch, l'auteur du Shulchan Aruch, il dit, moi, ce que je fais, je compte 4 jours depuis la dernière relation et je suis complètement couvert de tout problème. Ça va? Vient le Troumat Hadeshen et le Rama, il va dans ce sens-là. Et il dit, non, tu crois que tu as tout couvert là? Tu n'as pas du tout couvert. Tu sais pourquoi? Imagine que le couple, il a eu une relation à Ben Hashmashot. Ça veut dire entre le jour et la nuit, ce qu'on appelle le crépuscule du soir. Entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit. Bon, le mari, il est sûr que quand est-ce qu'il y a eu le zera, lui, il est sûr que c'était en journée. Peut-être qu'en fait, il faisait nuit. C'est dur à savoir. Entre les deux, on peut s'embrouiller. Donc, si on va à 4 jours, alors qu'en fait, il faisait déjà nuit, ben non, il n'y aura pas un jour qui sera complet. Vous avez compris le calcul?
Donc vient le Rama et dit on fait toujours 5 jours. Même si ta relation n'était pas à Ben Hashmashot, elle était à 18h ou elle était à 20h. On fera toujours 5 jours, de peur qu'une fois un couple ait une relation pendant Ben Hashmashot et que il a l'impression que c'était avant, qu'en fait c'était après. Je continue. Le Rama, il rajoute une autre Khumra. Il dit, tu sais quoi, si ça fait 2 semaines que je n'étais pas avec mon mari, 2 semaines, je n'étais pas avec lui. Donc là, qu'est-ce que tu me racontes, Ben Hashmashot? On n'était pas ensemble, il n'y a aucun Zera qui est rentré, qu'est-ce que tu veux? Vient le Rama et il dit, on a fait une Gzera. En hébreu, en araméen, on appelle ça Shimsha, Lo Shimsha, Atu Shimsha. Donc Shimush, c'est Tashmishamita, c'est-à-dire la relation. On a fait une Gzera que même quand il n'y a pas eu de relation, on fait comme s'il y avait eu une relation. De peur qu'une fois, il y ait eu une relation, et qu'on disait la fois précédente, tu m'as autorisé le jour où j'ai arrêté de voir du sang à faire mon F Tahara, donc là aussi. Donc ça s'appelle une Gzera, une disposition. Attendez, le Rama, il ramène cette chose-là, ok? Vient le Bet Yosef. C'est qui le Bet Yosef? Non, le Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo. Et il écrit la chose suivante. Je vous lis dans les mots. Vechol dvarim elu, toutes ces choses-là. Chumrot yeterot hen. C'est des chumrot trop importants, trop grandes. Ve'en lem smar bagmara legabe adin. Il n'y a pas de smar dans la Gemara. Ou les fichach lo naagu haolam bechol mekomotenu. Il dit donc c'est pour ça que nous, dans nos endroits, dit le Shulchan Aruch, on n'a pas cette coutume. Et la lamtin arba yamim, on n'attend que 4 jours. Ou les atril ispor miyom chamishi vaelach. Vedav kaim shimsha, et uniquement s'il y a eu une relation. Avalim lo shimsha, et la même tenet klal. S'il n'y a pas eu de relation, ce n'est pas la peine d'attendre. Le Shulchan Aruch, il est clair. Maintenant écoutez bien. Rav Ovadia Yosef, par exemple, qui suit en général beaucoup le Shulchan Aruch, il dit, le Shulchan Aruch il dit 4 jours, c'est 4 jours, c'est pas 5. Le Shulchan Aruch il dit par rapport à la dernière relation, on ne va pas inventer des nouvelles chumrot. Maintenant, chez les Sfaradim, c'est vrai. Donc chez les Ashkenazim, en maldaber bichlal. Les Ashkenazim, ils sont obligés d'attendre 5 jours depuis le moment où la femme est devenue nida, et voilà. Maintenant, chez les Sfaradim, il y a des coutumes. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, par exemple, qui était Sfarad, il dit que la coutume, elle s'est répandue même chez les Sfaradim de faire 5 jours, et même s'il n'y a pas eu de relation. Le Rav Messas, Rav Shalom Machash, dans son livre, il dit la coutume au Maroc, c'est d'attendre 5 jours. Quand on lui dit oui, mais il y en a qui font 4 jours, il dit ouais, mais ça ne se fait pas. Messas. D'accord? Il y a des coutumes, donc que le Rav Dreyfus, il vous a dit qu'il faut enseigner à tout le monde 5 jours, j'en suis certain, je sais, j'en suis certain, il y tient beaucoup, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits dans lesquels c'est la coutume. Quelqu'un qui n'a pas de coutume, une femme sfarade qui me dit moi j'ai pas de coutume, et j'aimerais faire comme le Shulchan Aruch 4 jours, je lui dirais c'est légitime. Moi, je lui dirais c'est légitime. Le Shulchan Aruch il dit comme ça, tu es une femme, tu fais aucune khumra, tu respectes même pas Shabbat, par exemple. Ou alors tu respectes Shabbat, mais ton mari, il a beaucoup de mal. Chaque jour où tu es nida, il n'en peut plus et il ne sait pas quoi faire. Il y a des femmes et des maris, parfois, ils tombent pendant les Shivanekim, ils ont des relations. Chez Mishmor. On n'est pas en train d'obliger les gens à faire des khumrot quand ils ne peuvent pas tenir les khumrot. Donc un Ashkenaz, pour lui, ce n'est pas une khumra, c'est la coutume Ashkenaz. Un Sfarad qui me dit, moi j'ai du mal, moi je sais que ça m'arrive parfois de trébucher et d'être avec ma femme quand il y a un chiouf karet, parce qu'elle n'a pas encore été au mikvé, on est pendant les Shivanekim, je lui dis, tu fais pas de khumrot toi s'il te plaît, tu fais 4 jours et quelqu'un qui me dit, moi je passe mon temps à regarder des choses pas cachères sur internet quand ma femme elle est nida parce que je ne peux pas, c'est trop dur, j'en peux plus, je lui dirais, écoute, à quoi ça sert, t'es Sfarad, je ferai un autre, il dit que c'est une khumra en trop. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Là, je voulais juste que vous compreniez le pourquoi et le comment de ces quelques points, que ça ne soit pas juste non 4, non 5, non on m'a toujours dit. De quoi? De quoi? Dans la vraie vie, 4-5 jours, c'est quand même très rare. Ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui arrivent. Il y a des femmes qui arrivent, surtout quand c'est un kétem. Oui, or, le fait des tâches. Mais Voilà. casser régulièrement, tout ça. Ça dépend des femmes, ça dépend de l'âge qu'elles ont, ça dépend de pas mal de choses. Tov, il y aurait des tonnes de choses encore à vous dire, des tonnes de choses. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, y compris en tant que balanite, y compris en tant que j'imagine que certains d'entre vous sont simadrichot kalot, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'être proche d'un rav et de conseiller aussi à vos élèves d'être proches de rabbanim. Je vous conseille, c'est mon conseil à moi, je vous conseille d'être proche de rabbanim, surtout quand vous enseignez à des filles qui ne sont pas les plus orthodoxes du monde, des rabbanim qui sont capables parfois d'assouplir un petit peu leurs décisions en cas de nécessité, pas d'aller à l'encontre de la halakha, on n'est pas des libéraux, mais de ne pas imposer des chumrot aux gens qui n'ont pas besoin qu'on leur enseigne des chumrot. Moi, personnellement, je pense qu'un rav,
il est censé, quand on lui pose une question, demander est-ce que vous êtes Sfarad, madame, ou Ashkenaz. Il n'est pas censé infliger à des Sfaradim les Khumra des Ashkenazim ou à des Ashkenazim les Khumra des Sfaradim, parce qu'il y en a aussi. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais finir en vous rappelant, et pour ceux qui ne le savent pas, Baruch Hashem, on a eu le mérite, j'ai eu le mérite, Hashem m'a aidé, à écrire des livres de halakha qui sont littéralement extraordinaires. Le premier, lorsque l'enfant paraît, la naissance de A à Z. C'est le dernier qui est apparu, qui est né. C'est toutes les halakhot d'une femme, d'abord qui veut tomber enceinte et qui n'y arrive pas. Il y a des tfilotes et des ségoulotes pour le mari, pour la femme. Il y a une femme qui m'a dit là dans la tournée qu'il y a 2 ans, quand je suis venu, elle avait sa fille, ça faisait des années qu'elle n'était pas enceinte. Elle a dit, je sais que si elle amène ce livre à la maison, elle aura Bezrat Hashem la bracha. Elle m'a annoncé qu'elle a eu un enfant, elle m'a dit, c'est une ségoula pour tomber enceinte. C'est pas moi qui dis, c'est elle. Toutes les halakhot de la femme enceinte, est-ce qu'elle doit jeûner, est-ce qu'elle ne doit pas jeûner, est-ce qu'elle est obligée d'attendre 6 heures entre la viande et le lait, les lois de Nida pour une femme qui est enceinte, les premiers mois, qu'est-ce qu'elle fait, elle a vu ses règles pendant qu'elle est enceinte, toutes les lois de est-ce qu'on peut provoquer un accouchement, comment on fait quand on doit accoucher Shabbat, qu'est-ce qu'on a le droit de prendre avec soi, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, le mari, les Cohen, est-ce qu'il peut rentrer dans l'hôpital, tout, bémet. À la Khalemaase, il y a des femmes qui m'ont dit que depuis qu'elles ont ce livre-là, elles ont passé toute leur grossesse accouchement avec ce livre et que ça les a énormément aidées. La bracha qu'on doit réciter après avoir accouché, le gomel, la bracha récitée avant d'accoucher, Baruch Ata Hashem Lokenu Echaolam Boré Peri Dural. À la fin, il y a un index avec les prénoms conseillés et déconseillés par les rabbinim, les lois de l'allaitement, la femme qui allait, est-ce qu'elle doit jeûner, est-ce qu'elle ne doit pas jeûner, les lois du bébé, on veut écraser un avocat pour le bébé ou une banane, est-ce qu'on a le droit, comment on lui change la couche pendant Shabbat, est-ce qu'on peut se servir des lingettes, tout ce qu'il faut connaître, Sfarad, Ashkenaz, vous avez commencé à comprendre comment je tranche la halakha, Sfarad, Ashkenaz, il y a la halakha et il y a les chumrot pour ceux qui veulent, mais il y a d'abord et avant tout la halakha. D'accord. Deuxième livre, Le lever et le coucher de A à Z. À Yerushalayim, ils appellent ça le best-seller des livres de Cohen Arazi. Lever et coucher de A à Z, toutes les halachot du lever et du coucher, Netilat Yadayim le matin, près du lit ou pas près du lit. J'ai touché un aliment avant d'avoir fait Netilat, est-ce que je peux quand même le consommer? Je suis rentré dans des toilettes, salle de bain, est-ce que je suis obligé après de me laver les mains ou pas? Tout ce qu'il faut connaître, les halachot du soir. J'ai fait un mauvais rêve, est-ce qu'il faut jeûner? C'est quoi le texte à réciter? Sous mon lit, il y avait un aliment, est-ce que j'ai quand même le droit de le consommer après? Mamash, tout ce qu'il faut connaître sur la halachot du lever et du coucher. Le Rav Kohn de Ofakim, quand il a vu ce livre, il m'a demandé l'autorisation de faire un article dans le journal Kuntras pour expliquer à toutes les femmes et les hommes francophones que c'est un livre obligatoire dans toutes les maisons. Je lui ai donné l'autorisation évidemment de faire cet article. Et Baruch Hashem, il m'a dit en plus, c'est écrit en très très bon français, ça c'est pas grâce à moi, c'est grâce au monsieur qui corrige mon chinois en français. Bientôt c'est l'IA qui le fera peut-être. Les vacances de A à Z, c'est les vacances, là parlons-en. Tout ce qu'il faut connaître quand on est en vacances. Je suis dans l'avion, je vois la mer depuis Lublin, quel bracha je récite? Je vois la belle-mère, ça c'est un autre problème. Quand est-ce que je réciterai la bracha de Tfilat HaDerech? Il y a le texte ici aussi de toutes les brachot qui est écrit en hébreu, en français, en phonétique, en arabe. Il y a la Tfilat HaDerech écrite en hébreu, en français. J'arrive dans un hôtel, je dois allumer un Nerot Shabbat, on ne m'autorise pas à allumer dans la chambre. J'arrive pendant Hanouka, on ne m'autorise pas. Je vais au kotel, comment je dois me comporter face au kotel? On me propose Kivret Tzadikim, mais je suis nida, est-ce que je peux aller là-bas ou pas? Tout ce qu'il faut connaître. J'arrive dans un hôtel en Chutz Laaretz, en France, et les ustensiles n'ont pas été trempés, est-ce que je peux quand même m'en servir? Tout ce qu'il faut connaître quand on se promène dans le monde. Vous allez en Israël pour les deuxièmes fêtes. Là-bas, ils font 15 jours, vous faites 2 jours. Qu'est-ce que vous avez le droit de leur demander? Pas demander. Eux, ils viennent ici du deuxième jour. Ils ont 15 jours à faire. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire? Pas le droit de faire. Tout ce qu'il faut. Et on a un groupe de questions-réponses de halakha. Pour celles qui me suivent, vous savez que peut-être une question sur 2, je dis aux femmes, la réponse à votre question, elle est dans un de ces 3 livres. Et en général, comme je suis gentil, je prends la photo de la page où on parle de ça et je l'envoie. Parce que, Béhémet, toute la vie, je pense, d'un juif, beaucoup des halachot, elles sont contenues ici. Les 2 autres livres, c'est pour vos maris. C'est des livres qui sont plutôt très techniques, halakha très techniques, mais importants. L'un, c'est les shomrim, les gardiens. Ça veut dire, vous prêtez un appareil à quelqu'un, le quelqu'un il s'en sert normalement, mais l'appareil il se casse. Est-ce qu'il est obligé de vous le rembourser? Vous prêtez un stylo à quelqu'un pour 1 minute, il vous le rend au bout d'un an, il n'y a plus d'encre. Qu'est-ce qu'il doit faire? Vous envoyez votre bébé chez une babysitter avec la tétine et le bonnet. La babysitter, elle vous rend le bébé, mais elle a perdu la tétine, elle a perdu le bonnet. Est-ce qu'elle doit payer ou pas? Ou alors, elle vous rend le bonnet, mais elle a oublié le bébé. D'accord, vous avez compris là où je voulais en venir. Tout ça, c'est ici.
Et les halachot de Hashavat Aveda, tout ce qui est de l'objet trouvé. Là-bas, on explique les situations où on fait Hashavat Aveda, quand par exemple on indique à quelqu'un le chemin. Avant qu'il y ait Waze, c'était très fréquent. Un médecin qui rend la santé à quelqu'un, il écrit ici qu'on fait Hashavat Aveda. Il y a tous les cas de... Je commande un article sur Amazon, ils ne me l'ont pas envoyé, donc je me plains. Ils m'en envoient un, finalement je reçois les deux. Est-ce que je suis obligé de leur dire que je dois leur rendre un parce qu'il y en a eu? Tout ce qu'il faut savoir, c'est ici. Chaque livre, il est à 25 € chaque livre. Celles qui veulent les 5, c'est à 100 € les 5. Et s'il y en a une qui veut absolument l'un des livres pour l'étudier, mais qui n'a pas suffisamment d'argent, qu'elle le prenne au prix qu'elle peut. Et vous pouvez faire des virements si vous voulez ou quoi. Maintenant, il y a un cadeau pour vous toutes, cadeau gratuit. Un aimant. Alors cet aimant, je vous dis rapidement, cet aimant, il reflète exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure. Des choses qui sont ultra permises et où les Français ils pensent que c'est ultra interdit. J'ai fait des chalotes dans un four bassari et j'aimerais le petit déjeuner dimanche matin mettre dessus du camembert. Je fais des pâtes dans une casserole chalavi, propre, propre. Et après j'aimerais mettre de la viande à l'intérieur. C'est des halachot, de toutes les halachot qu'on me pose, et on me pose des questions dans tous les 4 domaines du Shulchan Aruch. C'est la question qu'on me pose le plus sur le groupe et ailleurs. En général, je dis aux gens, vous n'avez pas mon aimant. Cet aimant, je l'avais distribué il y a 10 ans quand j'avais fait une tournée. Depuis, il y a eu des ménages de Pessah, Kapara, les gens, ils l'ont perdu. Pas tous l'ont. Donc, je l'ai réimprimé. Merci à Karen Choukroun qui nous a mis les aimants, merci, et qui s'est occupé de l'imprimer. Merci au donateur qui a payé l'impression. Donc, vous pouvez prendre, essayez de prendre un par famille si vous pouvez, ou si vous connaissez quelqu'un qui veut, mais pas plus, pour qu'il en reste pour les autres. Et là, il y a tout qui est écrit. Là, c'est quand la casserole ou le four est ben yomo, c'est-à-dire que vous en êtes servi pour de la viande ou pour du lait les 24 dernières heures. Là, c'est quand c'est pas ben yomo. Ici, on a ramené Rav Ovadia et Kaf HaChaim. C'est-à-dire que si vous êtes sfarad et que vous faites plus mahmir que le Kaf HaChaim, c'est qu'il y a un problème. Si vous êtes ashkénaze et que vous faites plus mahmir que là où j'ai écrit ashkénaze, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous ne connaissez pas la halacha. Donc, vous pourrez regarder, ça vous aidera énormément. Et dernièrement, je vous rappelle, on a 2 groupes extraordinaires dernièrement qui font Baruch Hashem un carton de WhatsApp. Un, c'est questions-réponses, et pour hommes et pour femmes, tous les domaines de la halacha que vous voulez. Baruch Hashem, on répond avec des références, on répond de façon comme à notre habitude, on cherche des solutions au lieu de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Et il y a un autre groupe qu'on a ouvert il y a 3 mois, il y a déjà 700 personnes, Baruch Hashem. C'est pureté familiale, que pour les femmes et pour les jeunes filles qui sont en âge qui vont bientôt se marier, qui sont déjà fiancées ou quoi. Comme je vous ai dit, là-bas on enseigne la halakha. Tous les jours on essaye de mettre une vidéo d'1 minute où on rappelle un peu les halachot de Tarat HaMishpacha. Et c'est extraordinaire parce que les femmes elles posent des questions, les autres elles apprennent de ces questions, après elles rebondissent sur d'autres questions. C'est génial, génial, génial. Et surtout à nouveau, on essaye grâce à ce truc-là de diffuser une vraie Torah, une Torah authentique, une Torah de vérité, une Torah sans aucune concession, mais sans des chumrot qui ont leur place nulle part à mon avis, pas à Bnei Brak et sûrement pas à Paris. Donc parlez-en autour de vous s'il vous plaît pour diffuser ces groupes, c'est un très grand zikoui arabim. Le cas que je vous ai raconté avec la femme qui est tombée enceinte, j'en ai eu beaucoup, Baruch Hashem, et on continuera à en avoir, Bezrat Hashem, grâce à vous. Et il y a les groupes pour celles qui sont sur les réseaux antisociaux. Il y a des réseaux antisociaux sur lesquels on met nos groupes. Vous pourrez ici scanner tous ces trucs-là et rentrer. Vous pourrez diffuser autour de vous. Voilà, je vous remercie. Celles qui veulent l'un des livres, ou les 4 ou les 5 ou quoi, je peux vous écrire maintenant une dédicace. Voilà. Be'atzlacha, merci de votre attention, merci aux organisatrices. Et Besorot Tovot Bezrat Hashem. Ça, c'est les aimants. Ça, c'est pour vous inscrire. Aussi, sur les aimants, il y a les groupes, hein, si vous voulez scanner en petit. Merci. Moi, celui qui m'intéresse, c'est sur celui des Netilat Yadayim. Ah, génial. Alors, il est là. C'est mon sujet préféré. Vous pouvez regarder en attendant tous les livres. Mais j'éteins juste.